Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'affaire de Michel Lay. Et c'est une affaire comme je les aime, puisque l'itinéraire du coupable a été enregistré par des caméras surveillance. Pose tes grosses ou tes petites fesses et bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Michel Lay est né le 12 octobre 1984. Elle a grandi à Rancho Peñasquitos, un quartier situé à San Diego. Les membres de sa famille étaient des réfugiés et ils s'étaient installés en Californie afin de fuir la guerre du Vietnam. Michel et son petit frère Michael étaient alors les premiers de la génération à naître sur le sol américain et Michel était l'aîné de 15 cousins et cousines. Après avoir été diplômé du lycée, Michel a déménagé dans la baie de San Francisco et a commencé à étudier à l'université d'État où elle a pu obtenir son bachelor. Après ça, Michel a décidé de poursuivre son rêve de faire partie du corps médical et elle a pu intégrer l'école infirmière à Oakland en Californie. En rapport avec sa formation, Michel était infirmière stagiaire à l'hôpital Kaiser situé à San Francisco. Le 27 mai 2011, elle travaillait en binôme avec Lori Rosa, qui était une infirmière de l'hôpital chargée de superviser le stage de Michel au sein du service de maternité. Et ce jour-là, vers 18h45, Michel quitte son poste sans en aviser sa superviseure. À 18h55, un enregistrement de caméra surveillance montre Michel en train de traverser le pont menant au parking de l'hôpital. On la verra plus tard traverser l'étage dans lequel se trouvait sa voiture. Et à 19h17, on voit la Honda CVR blanche de Michel sortir du parking avant même que son service ne soit terminé. Michel n'est ensuite jamais remontée pour reprendre son poste au service de maternité. Elle n'a d'ailleurs même pas signé le registre de sortie comme elle le faisait à son habitude. La situation a alors commencé à inquiéter Lori, la superviseure de Michel, et elle a commencé à la chercher partout dans le service maternité. À 20h56, Lori s'est alors rendue dans le parking accompagnée d'un agent de sécurité pour voir si elle pouvait retrouver la voiture de Michel. Et à 21h05, elle a aperçu la Honda blanche appartenant à Michel rentrer à nouveau dans le parking. Sauf que, quand le conducteur de la voiture a vu Lori, il a stoppé net la voiture et a fait une marche arrière tellement rapide que Lori n'a même pas eu le temps de voir qui conduisait le véhicule. Lori s'est alors dit que quelque chose n'allait pas et elle a appelé la police. Et il faut savoir que personne ne sait pourquoi Michel a quitté son poste plus tôt que prévu. Il y a une source qui va dire qu'elle a été dans sa voiture afin de chercher des médicaments et une autre source qui va dire que Michel s'est simplement contenté de quitter son poste discrètement sans avertir personne. Aussi, Michel a laissé tous ses effets personnels dans son casier. Elle est descendue uniquement avec ses clés de voiture et son téléphone portable, mais a laissé son sac à main et tout le reste dans son casier. Et aussi, elle était encore vêtue de sa tenue d'infirmière. À partir du moment où la voiture de Michel a été vue sortir du parking peu après 21h, on n'a plus eu de nouvelles de Michel. Elle a arrêté de répondre aux messages et aux appels. La première personne qui s'est inquiétée de ne plus avoir de réponse de la part de Michel, c'est son ex-petite amie avec qui elle était restée en bon terme. Il a alors contacté Christine, la cousine de Michel, et lui a dit que Michel ne répondait ni aux appels ni aux SMS. Et ça n'a pas vraiment alarmé Christine que Michel ne réponde plus au téléphone, tout simplement parce que Michel était une jeune femme de 26 ans et elle était libre de décider si elle voulait ou non répondre au téléphone. Mais le lendemain, soit le 28 mai 2011, la Honda blanche de Michel va être retrouvée garée à peine 10 minutes de marche de l'hôpital où elle a été vue pour la dernière fois. La voiture était verrouillée et ne semblait pas avoir été endommagée. Plus tard, Lori Rosa, la superviseure de Michel, a décidé d'appeler Michael, le petit frère de Michel, afin de lui raconter ce qu'il s'était produit dans le parking la veille au soir. Aussi, Michel était supposé partir en week-end avec des amis le 28 mai, mais ne s'était bien évidemment pas présenté au rendez-vous. Et c'est là que l'inquiétude a commencé à monter pour la famille de Michel. Les membres de la famille de Michel qui habitaient encore à San Diego ont décidé de faire les 8 heures de route pour arriver à San Francisco et essayer de comprendre ce qu'il se passait avec Michel. Ils ont aussi essayé de la contacter, donc ils l'ont appelée, mais tous les appels étaient directement redirigés vers la boîte vocale et ils lui ont aussi envoyé des SMS qui sont malheureusement restés sans réponse. Sauf
à partir de 12h45, où un des proches de Michel a reçu la réponse suivante. « Je n'ai pas disparu. Mon téléphone fait n'importe quoi. Il a supprimé toutes mes données. Tous les messages que j'ai reçus ont tué ma batterie. » À partir de ce moment-là, Michel a commencé à répondre à tous les messages. Et elle donnait des réponses assez différentes. Par exemple, dans un premier temps, elle va dire voilà, je veux prendre un peu de recul sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que je réponds plus. Ensuite, elle répond qu'elle veut tout simplement prendre du recul sur sa vie et qu'elle a besoin d'espace et que c'est pour ça qu'elle ne répond plus. Ensuite, elle répond qu'elle va bien, mais qu'elle a besoin de se ressourcer. Voilà, elle va donner toutes sortes d'excuses en réponse à tous les SMS qui lui ont été envoyés. La police, qui a été prévenue par Lori Rosa, va également envoyer un message à Michel pour lui demander de rappeler le commissariat. Et là, Michel va leur répondre qu'elle ne peut pas les rappeler parce qu'elle n'a pas suffisamment de batterie. Après ça, Michel va envoyer un dernier texto à un de ses proches et elle va lui dire « Je suis malade ». Et après ça, silence radio. Vous l'aviez sûrement déjà compris, mais ce n'était pas Michel qui envoyait ces SMS, et malgré le fait qu'ils aient bel et bien été envoyés depuis son téléphone portable. Les proches de Michel ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas à l'instant où ils ont commencé à recevoir les réponses un peu bizarres de Michel. La famille va alors penser que Michel s'est sûrement fait kidnapper et qu'elle était retenue contre sa volonté. Une enquête pour disparition inquiétante a alors été ouverte et les enquêteurs vont commencer par faire analyser la voiture de Michel. Et les résultats de ces analyses vont donner un tout autre tournant à l'enquête. Du sang a été retrouvé à l'avant du véhicule, mais aussi sur la banquette arrière. Avec ça, les enquêteurs ont dû requalifier la disparition de Michel en homicide. Sur le siège passager du véhicule, ils ont retrouvé un badge d'accès de l'école infirmière qui ne semblait pas appartenir à Michel. Ils ont aussi obtenu le bornage téléphonique du portable de Michel et il a borné pour la dernière fois dans une zone boisée du comté d'Alameda. Enfin, ils se sont intéressés de très près à la vie personnelle de Michel Lee. Et il ne semblait pas lui avoir trouvé d'ennemis, à l'exception d'une personne, Gisèle Esteban. Michelle Lee? Michelle? Oh God, what about her? She went missing last night from her work. Okay. And talking to her friends and such, we understand that you guys had a tumultuous relationship. A tumultuous relationship? She was my best friend who slept with my then fiance. How long has she been missing? Since yesterday. And have you guys tried calling her? Mm-hmm. I have no idea how to help you with that one. I've actually been trying to look for her. Since when? Almost a week now, to tell her to stay away from my daughter. Pour la petite histoire, Michel a rencontré Gisèle Esteban lorsqu'elle était au lycée. Après leur diplôme, elles ont toutes les deux déménagé dans la baie de San Francisco et sont parties ensemble à l'université. Et c'est là qu'elles ont toutes les deux rencontré Scott Marasigan. Scott a d'abord eu une relation amoureuse avec Michel, mais cela n'a duré que 3 semaines. Malgré ça, ils sont restés bons amis et Scott s'est ensuite mis en couple avec Gisèle Esteban. Leur relation semblait plus sérieuse, mais remplie de hauts et de bas, et surtout de bas en fait. Ils se sont séparés en 2005, mais ont finalement décidé de se remettre ensemble lorsqu'ils ont appris que Gisèle était enceinte de Scott. Ils se sont ensuite de nouveau séparés en 2008. Et le problème pour Gisèle lors de cette séparation, c'est que Michel a quand même décidé de rester amie avec Scott. Gisèle a alors commencé à accuser Scott de l'avoir trompé avec Michel. She made a mistake. Scott made a mistake. And that was that when you were with Scott, or had you guys broken up, or? No, we were still together. They made the mistake twice. Après cette rupture, Gisèle s'est montrée un peu instable dans ses relations amoureuses. Scott a alors décidé de demander la garde exclusive de la petite fille qu'ils avaient eue ensemble. Malgré leur rupture, ils continuaient à se voir pour le bien de la petite fille qu'ils avaient ensemble, mais il leur arrivait aussi de renouer des liens intimes, si bien que Gisèle est de nouveau tombée enceinte de Scott au début de l'année 2011. Et donc, à partir de la rupture en 2008 jusqu'en 2011, Gisèle n'a fait que de nourrir sa haine envers Michel. But needless to say, you don't like her. Yeah, that's evident.
It's Okay. very clear. How would you classify your dislike for her? What do you mean? I just dislike her. I don't. I mean, do you hate her? Do you want to see something bad happen to her? No, I just want her to stay away from my child. D'ailleurs, en février 2011, Gisèle a envoyé ce message à Michel. Si tu étais réellement notre amie, la mienne ou celle de Scott, tu irais simplement te faire voir et tu laisserais ma famille tranquille. Mais tu n'es qu'une bip, qui n'a rien de mieux à faire que de me suivre à San Francisco. C'est tout ce que tu es, une bip qui couche avec le mec et les frères des autres, car personne ne veut d'elle. Tu n'es pas mon amie, tu n'as toujours été qu'un parasite. Gisèle a ensuite envoyé un second message et cette fois-ci, les destinataires étaient Scott et Michel. Vous vous méritez vraiment. J'espère que vous aurez ce que vous méritez. Vous êtes pathétique. Elle qui n'a pas de but ou de rêve et qui court après ceux des autres parce qu'elle ne peut pas avoir ses propres rêves. Vous êtes tous les deux des parasites. Avec tous ces éléments, il est évident que Gisèle Esteban est devenue la principale suspecte dans l'affaire de disparition de Michel Lé. And since you and Michelle used to be so close, what do you think is going on with her? I don't know who she is anymore. But as far as you know, this would be very unusual for her, right? To have just gone missing? I don't know Michelle anymore. I stopped knowing her a long time ago. Les enquêteurs ont alors cherché à savoir ce que faisait Gisèle le jour de la disparition de Michel. Ils ont alors comparé les deux bornages téléphoniques, donc le bornage du téléphone de Michel et le bornage du téléphone de Gisèle. Et ils ont découvert qu'étrangement, Gisèle s'était trouvée aux endroits où le téléphone de Michel avait borné. Les enquêteurs vont ensuite analyser les vidéos des caméras surveillance de tous les lieux où Gisèle a mis les pieds et c'est cette démarche qui va dévoiler le parcours meurtrier de Gisèle Esteban. La veille de la disparition, on situe Gisèle dans l'école infirmière où étudiait Michel. On la voit dans un petit espace d'attente où elle prétendait être une candidate intéressée par le cursus proposé par l'école. Elle a prétexté avoir eu rendez-vous avec un professeur référent et c'est à ce moment-là qu'elle en a profité pour voler le badge d'accès qui a été retrouvé plus tard sur le siège passager de la voiture de Michel. Elle est ensuite rentrée dans une salle de pause, sûrement pour voir si le badge d'accès fonctionnait bien. Elle a ensuite attendu la fermeture du campus pour se réintroduire dans l'établissement par une porte arrière avec le badge d'accès qu'elle avait précédemment volé. Sur la vidéosurveillance, on voit que Gisèle est vêtue d'une blouse blanche et qu'elle tient un trombinoscope à la main. Elle semble se faire passer pour un professeur, rentre dans une salle et allume plusieurs ordinateurs. À ce moment-là, Gisèle essayait de connaître l'emploi du temps de Michel pour savoir à quel service elle avait été affectée à l'hôpital Kaiser. Gisèle est restée environ 1h30 dans l'établissement à chercher des informations, puis elle est repartie. On a appris aussi que ce jour-là, elle avait contacté un ami que Michel et elle avaient en commun pour essayer d'obtenir l'adresse du domicile de Michel, mais sans succès. Le 27 mai 2011, soit le jour de la disparition de Michel, on situe aussi Gisèle au sein de l'hôpital où travaillait Michel. Et ça va même aller plus loin, puisqu'elle était au service maternité où travaillait Michel. Pour se justifier, Gisèle va affirmer avoir eu un rendez-vous pour son suivi de grossesse et elle va même avouer avoir croisé Michel ce jour-là. Et c'est plus tard ce jour-là qu'on a vu Michel traverser le pont menant au parking pour aller dans sa voiture. Malheureusement, la caméra de surveillance qui donnait sur la voiture de Michel ne fonctionnait pas ce jour-là. Mais grâce à une autre caméra, on peut voir que quand Michel est arrivé à proximité de sa voiture, il y avait quelque chose qui ne semblait pas aller. Sur la vidéosurveillance, on voit Michel faire un grand écart vers la gauche, puis s'arrêter un instant, comme si elle hésitait, et après ça seulement, elle se dirige vers sa voiture. Donc c'est comme si elle avait vu quelque chose ou quelqu'un qui ne lui plaisait pas. Peut-être quelque chose de bizarre posé à côté de sa voiture, ou quelqu'un qu'elle n'avait pas envie de voir, comme Gisèle Esteban. On va aussi apprendre que le soir de la disparition de Michel, vers 19h30, quelqu'un a appelé le service des urgences. Cette personne s'est présentée comme étant Michel Lé et a demandé à parler à un professeur référent. L'infirmière qui avait pris l'appel n'a pas très bien compris la demande et a proposé de transférer l'appel vers un autre service.
La personne qui prétendait être Michel a dit que ce n'était pas la peine de transférer son appel, qu'elle était Michel Lé et qu'elle voulait juste prévenir qu'elle ne comptait pas reprendre son service parce qu'elle devait aller retrouver son père à l'hôpital puisqu'il avait eu une crise cardiaque. Sauf que ce jour-là, le père de Michel se trouvait au Vietnam, donc il aurait été difficile de le retrouver dans un hôpital aux États-Unis. Le lendemain de la disparition de Michel, et toujours grâce aux caméras de surveillance, on voit que Gisèle Esteban s'est rendue en Apple Store afin de faire débloquer un téléphone. Elle a dit à l'employé de l'Apple Store que sa petite fille jouait avec le téléphone et c'est qu'à ce moment-là qu'elle l'a bloqué. Il s'agissait bien entendu du téléphone portable de Michel Lé. L'employé a alors débloqué le téléphone et c'est à ce moment-là que Gisèle s'est mise à répondre à tous les SMS que Michel avait reçus. On la voit même utiliser le téléphone de Michel sur la vidéosurveillance du fast-food Chuck E. Cheese. Et l'heure correspond bien à l'heure à laquelle les proches de Michel ont commencé à avoir des réponses. Enfin, le sang de Michel a été retrouvé sur les chaussures de Gisèle Esteban. Étant donné que la caméra surveillance qui donnait sur la voiture de Michel ne fonctionnait pas ce soir-là, on ne peut que supposer ce qui a pu se produire le jour de sa disparition. Au vu des preuves retrouvées dans la voiture et des traces de sang retrouvées sur la place de parking de Michel, je pense que Gisèle a attendu Michel à côté de sa voiture et qu'elle l'a surprise pour l'attaquer avec un couteau. Elle a ensuite probablement mis le corps de Michel sur la banquette arrière, et c'est pour ça qu'on a retrouvé les traces de sang, et a ensuite conduit à l'endroit où elle a déposé le corps de Michel. Après, je ne pourrais pas dire est-ce qu'elle l'a vraiment tué sur le parking ou est-ce qu'elle l'a tué à l'endroit où elle a déposé le corps. Gisèle aurait ensuite voulu redéposer la voiture de Michel au parking comme si de rien n'était, mais manque de peau pour elle, elle a croisé la superviseure de Michel et c'est pour ça qu'elle est sortie en trombe du parking et qu'elle a préféré la garer à 10 minutes de l'hôpital, là où la voiture a été retrouvée le lendemain. Et on se demande comment une femme du gabarit de Gisèle, qui mesure environ 1,50 m et qui plus est était enceinte au moment des faits, a fait pour tuer et transporter le corps de Michel sans aucune aide. Les policiers vont alors suspecter Scott, l'ex des deux femmes, d'autant plus que c'est lui qui a rapporté le téléphone de Michel aux policiers en disant qu'il l'avait retrouvé dans sa voiture. Mais les enquêteurs vont vite se rendre compte que Scott était aussi une victime de Gisèle et qu'elle avait probablement tenté de le piéger en disposant le téléphone de Michel sur sa banquette arrière. D'ailleurs, Scott va faire écouter aux enquêteurs l'enregistrement d'une conversation qu'il a eue avec Gisèle et l'enregistrement est glaçant, surtout quand on sait que cette conversation a eu lieu avec leur petite fille sur la banquette arrière. I asked you, can we just be honest about Michelle because she's the one issue that I really am having a hard time dealing with. That's not what you said at all. Yes! Okay, We well didn't then talk for fine. days. Starting from now, we are going to be honest about Michelle. Do you understand me? Whether you sleep with her, whether you share food with her, whether you talk to her, you will be honest with me. Look at me! You will be honest with me regarding her. Otherwise, I will take your life and hers. Mom. And you can take that to the grave with you. Why? Why? Because you lied about her so many times, it's hard to believe that you didn't sleep with her and knock her out. You deserve to die for your lies, as does she, and you will. If you do it again, this is your last and final warning. Why? Do you understand me? It's your last and final warning. Scott avait également demandé une ordonnance restrictive temporaire le 24 mai, soit 3 jours avant la disparition de Michel, parce que Gisèle s'était introduite chez lui et qu'elle avait menacé sa famille. Gisèle Esteban a finalement été placée en état d'arrestation le 27 septembre 2011, soit environ 4 mois après la disparition de Michel. Une fois que Gisèle a été arrêtée, les proches de Michel ont eu espoir de la retrouver vivante. Malheureusement, le corps de Michel a été retrouvé 10 jours après l'arrestation de Gisèle dans le comté d'Alameda, là où son téléphone a borné pour la dernière fois. Le corps était en état de décomposition trop avancé et Michel a dû être identifié par ses empreintes dentaires. Aussi, compte tenu de l'état du corps, l'autopsie n'a pas permis d'établir la cause de la mort et Gisèle n'a jamais donné aucun détail sur le sujet. Le procès de Gisèle a eu lieu en octobre 2012.
Et malgré le fait qu'elle ait avoué avoir tué Michel, elle a tout de même décidé de plaider non coupable et a remis toute la faute sur son état psychologique du moment. Elle a dit qu'elle était paranoïaque et mentalement instable au moment des faits, d'autant plus qu'elle avait perdu la garde de sa fille. Elle dit que quand elle a vu Michel ce soir-là, elle voulait simplement lui parler, mais que les choses avaient dérapé. Gisèle Esteban a été condamnée en décembre 2012 à la prison à vie avec une peine de sûreté de 25 ans. Et les jurés ont bien pris le temps de préciser que durant son procès, elle n'avait pas eu l'ombre d'un remords. Really great observation. We always felt, sitting in trial, that she felt no remorse. Just stared directly at our family with a blank stare. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et aussi à partager vos théories sur ce qui est vraiment arrivé à Michel. Je lirai encore les commentaires avec plaisir et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle affaire. Ciao!